Bonjour. Les lois et les variables conditionnelles sont très fréquemment utilisées en calcul des probabilités, notamment lorsqu'on est confronté à des variables qui sont doublement aléatoires. Je vous propose ici d'illustrer ces notions. Alors, tout d'abord, les lois conditionnelles. On va partir d'un couple XY, de densité f de xy, ou de loi P grand x égale petit x, grand y égale petit y, respectivement dans les cas continus ou discrets. Eh bien, la loi conditionnelle de y sachant grand x égale petit x, c'est la loi du couple divisée par la loi de x. C'est-à-dire, dans le cas continu, le rapport des densités couple sur densité de x, et dans le cas discret, le rapport de la proba du couple sur la proba de x. Donc voici ainsi donc définies les lois conditionnelles. Quant à l'espérance conditionnelle, bien l'espérance conditionnelle de y sachant grand x égale petit x, c'est évidemment la somme du produit des valeurs prises, c'est-à-dire petit y, par les probas, et s'agissant de probas, c'est la loi conditionnelle qui intervient ici. On a donc finalement, suivant qu'on est dans le cas continu ou dans le cas discret, les définitions suivantes de l'espérance conditionnelle. Sous une forme générique, on s'aperçoit que quand je forme l'espérance par rapport à y, évidemment je n'ai plus de y puisque l'espérance c'est une constante, mais sachant grand x, elle reste bien présente, et donc de y sachant x est une variable aléatoire qui est fonction de x. On parle en fait d'espérance de y conditionnée par x. Alors sur les espérances conditionnelles, on a un théorème important qui est le théorème de l'espérance totale et suivant lequel E de y est l'espérance par rapport à x de l'espérance conditionnée E de y sachant x. Alors bien évidemment par symétrie, E de x égale E y de E de x sachant y. On va maintenant regarder plusieurs exemples. Dans un premier temps, on explicitera une loi doublement aléatoire par le biais des lois conditionnelles. On abordera ensuite un autre exemple dans lequel on explicitera l'espérance et la variance d'une variable qui est doublement aléatoire à l'aide des espérances conditionnelles. Dans un troisième exemple, on explicitera directement une espérance conditionnelle dans le cadre d'un problème de détection de défaut. Et enfin, abordant le cas continu, on revisitera en fait dans le cadre d'une loi continue toutes les notions d'espérance conditionnelle, de loi marginale, et on vérifiera en fait sur cet exemple le théorème de l'espérance totale. Bien, on y va, on va aborder le premier exemple. On va supposer que le nombre de clients qui fréquentent un restaurant, ce nombre aléatoire grand N, suit une loi de Poisson de paramètre lambda. Donc concrètement, grand N a des valeurs qui sont entières positives ou nulles, et la probabilité associée à chaque valeur de grand N est donnée par lambda puissance n sauf factoriel n exponentielle de moins lambda. C'est la définition même de la loi de Poisson. On va supposer que les clients se voient proposer un seul menu du jour qui comprend en plat principal et au choix du poisson ou de la viande. Ainsi, chaque client I peut donc opter pour le plat de poisson avec la probabilité P ou la viande avec la probabilité Q égale 1 moins P, c'est-à-dire que ce choix du client I peut être décrit par une variable de Bernoulli prenant la valeur 1 lorsque c'est du poisson, proba P, ou la valeur 0 lorsque c'est de la viande, proba Q égale 1 moins P. On supposera d'autre part que les choix des clients sont indépendants. Eh bien, ce qu'on se propose d'expliciter ici, c'est la loi de la variable aléatoire grand X égale au nombre de clients qui ont choisi un plat de poisson, parmi bien évidemment les grand N clients aléatoires qui ont fréquenté le restaurant le midi. Réponse, eh bien grand X c'est la somme de 1 à grand N de xi. Il serait tentant de dire que grand X est une somme de variables de Bernoulli et par conséquent est une loi binomiale. Mais cela est vrai que quand cette somme est en suivant un nombre fixe, un nombre petit n
constant, déterminé. Or ici, grand N est aléatoire. On ne peut donc pas écrire que grand X suit la loi binomiale. Par contre, on va rendre grand N fixe en bloquant momentanément la valeur de grand N à petit n et en formant par conséquent la variable conditionnelle grand X, sachant grand N égale petit n. Parce que c'est vrai que quand grand N est bloqué égal à petit n, alors cette fois-ci grand X suit la loi BNP. Alors certes, on a les variables conditionnelles. Bon, j'explicite d'abord la loi binomiale, donc Cnx p puissance x, q puissance n moins x, avec q égale 1 moins p. Alors c'est vrai qu'on a donc les lois conditionnelles, mais à l'aide de la formule des probabilités totales, il est bien évidemment immédiat de récupérer p que grand x égale petit x, égale la somme de p que grand n égale petit n, p que grand x égale petit x, sachant grand n égale petit n. Je reviens ici sur les valeurs prises qui sont toujours très très importantes. Lorsque grand N égale petit n, grand petit x, qui est le nombre de clients qu'ont choisi le poisson parmi les petits n clients qui ont fréquenté le restaurant, eh bien il est évident que grand x, le petit x plutôt, ne peut pas dépasser les valeurs de petit n, c'est-à-dire que petit x est compris entre 0 et n. Par ailleurs, lorsque je somme cette fois-ci sur les valeurs de petit n, je vois que petit n, certes, est entier, mais petit n reste supérieur à x lorsque x est fixé. Si bien que la somme des p que grand n égale petit n, p que grand x égale petit x, sachant grand n égale petit n, ne va pas s'effectuer de 0 à plus l'infini, mais devra s'effectuer de petit x à plus l'infini. Il faut toujours être très très minutieux sur ces sommations qui sont souvent la source de pièges. On va maintenant expliciter les calculs. Donc on a p que grand x égale petit x égale la somme de p que grand n égale petit n et la probabilité conditionnelle. Donc on va sortir ce qui est constant ou qui n'entre pas en fait dans le cadre de la sommation. On va éclater lambda puissance n en lambda puissance x et en lambda puissance n moins x. Et puis on simplifiera le factoriel n avec le factoriel n de Cnx. En définitive, p que grand x égale petit x est égal à cette quantité. On va poser u égale n moins x pour s'apercevoir que effectuer cette sommation de petit x à plus l'infini, c'est effectuer la même sommation par rapport à u, et ceci de u égale 0 à plus l'infini. Ce qui permet de faire apparaître le développement en série de exponentielle de lambda 1 moins p. C'est-à-dire qu'en définitive, p que grand x égale petit x, tout calcul fait, simplification faite, est égal à lambda p puissance x sur factoriel x, exponentielle de moins lambda p. Il s'agit de la loi de Poisson de paramètre lambda p. Ce qu'on a traité ici, en fait, comme problème, c'est le cas d'un processus de Poisson avec effacement aléatoire. On va maintenant aborder le deuxième exemple. Cette fois-ci, on va partir de variables xi qui sont indépendantes et qui distribuées, de lois pas nécessairement connues, de moyenne petit m et de variance sigma 2. D'autre part, on va partir d'un nombre total, grand N, qui est une variable aléatoire discrète à valeur sûre grand N, de moyenne E de N et de variance var de N. La loi de grand N étant ici encore pas nécessairement connue. Et on va former la quantité Sn, la somme, des xi de 1 à grand N. Eh bien, la question qu'on se propose, c'est d'expliciter l'espérance et la variance de S grand N en fonction de petit m, de sigma 2, de E de N et de var de N. Réponse. On a la somme S grand N, qui est la somme des xi de 1 à grand N. Là encore, l'espérance est linéaire. Mais linéaire quand on forme l'espérance d'un nombre fini et fixe de termes. Mais quand ce nombre est aléatoire, la linéarité ne s'applique plus.
Pour pouvoir appliquer la linéarité, on va bloquer momentanément grand N à la valeur petit n. Et donc, utiliser l'espérance conditionnelle S de grand N, sachant grand N égale petit n. Lorsque grand N est fixé, alors à ce moment-là, on pourra utiliser la linéarité de l'espérance mathématique. Si bien qu'on a immédiatement S de grand Sn, sachant grand N égale petit n nm. De façon générique, la variable conditionnée S, E de S grand N sachant grand N est donc égale à petit m grand N. Il suffit dès lors d'appliquer le théorème de l'espérance totale, E de Sn égale espérance par rapport à grand N, de E de S grand N sachant N, pour avoir le résultat cherché. L'espérance de S grand N, c'est donc l'espérance de grand N petit m. Par linéarité, c'est petit m E de grand N. On trouve donc ce résultat, qui est le suivant, et qui forme un résultat connu sous le nom de formule de Wahl. On va calculer maintenant la variance. La variance de Sn est égale à E de S grand N au carré, moins le carré de l'espérance. Le carré de l'espérance, cette espérance qu'on vient déjà de trouver, est égal à petit m E de grand N. Donc petit m E de grand N au carré. Pour calculer E de S grand N carré, eh bien on va passer ici encore par la variable conditionnelle. Bien sûr, la variance, c'est l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Si bien que l'espérance du carré de la variable conditionnelle, c'est la variance de cette variable conditionnelle. Alors, la variance de Sn carré sachant, enfin la variance plutôt, de S grand N sachant grand N égale petit n, c'est var de Sn, et plus l'espérance de Sn au carré. En définitive, E de S grand N carré sachant grand N égale petit n, est égal à la variance de Sn, mais cette fois-ci petit n est fixé, donc la variance de la somme est égale à la somme des variances, parce qu'il faut rappeler que les variables xi sont indépendantes, plus le carré de l'espérance, qui est égal à petit mn au carré, compte tenu de l'expression qu'on a déjà trouvée. En définitive, la espérance conditionnelle est ici égale à petit n sigma 2, plus petit n2, petit m2. Si bien que quand je passe maintenant à la variable conditionnée, E de S grand N carré sachant grand N, je trouve sigma 2 grand N, plus petit m2 grand N2. Il suffit dès lors d'appliquer maintenant le théorème de l'espérance totale pour avoir E de grand Sn carré égale En de l'espérance conditionnelle, égale par conséquent, En de sigma 2 grand N plus petit m2 grand N2. Bien entendu, l'espérance étant linéaire, cette quantité-là, c'est sigma 2 E de grand N plus petit m2 E de grand N2, qui elle-même est égale à var de N plus E de N au carré. En définitive, var de Sn, qui est cette quantité-là de laquelle il faut retrancher petit m2 E de N au carré, eh bien var de Sn est tout simplement égal à sigma 2 E de N plus m2 var de N. On va faire une application numérique, une application pratique plutôt de ce résultat. On va se référer au premier exemple qu'on a traité, dans lequel les variables xi sont de Bernoulli, dans lequel n suit une loi de Poisson, et dans lequel on s'intéresse donc à la somme des xi de 1 à grand N. On a montré que cette somme suivait la loi de Poisson de paramètres lambda p. Quand on connaît les propriétés de la loi de Poisson, ça signifie que E de Sn est égal à lambda p et que var de Sn est aussi égal à lambda p, puisque on sait que lorsqu'on a une loi de Poisson, l'espérance et la variance sont toutes deux égales à la valeur du paramètre.
On va regarder maintenant ce qu'on obtient en appliquant les formules qu'on a trouvées à l'exemple 2. On a trouvé, alors, déclinant en fait les notations de l'exemple 2 par rapport à l'exemple 1, on a donc E de xi qui est égal à petit m qui est égal en fait à p, puisque c'est la moyenne d'une loi de Bernoulli, et on a var de xi qui est égal à sigma 2 qui est égal à pq, p1 moins p. Quant à E de grand N et var de grand N, ils sont égaux à lambda, puisque grand N suit la loi de Poisson de paramètre lambda. Nous avons trouvé que E de S grand N égale petit m E de grand N. En conséquence, sur l'exemple en question, nous allons avoir la valeur petit p lambda. Eh bien, petit p lambda, c'est exactement ce que nous devions trouver compte tenu du fait que grand Sn suit la loi de Poisson de paramètre lambda p. Quant à var de Sn, c'est sigma 2 E de n plus petit m2 var de n. C'est donc pq lambda plus p de lambda, eh bien c'est lambda p. C'est donc tout à fait cohérent avec le résultat trouvé dans l'exemple 1. Bien, on aborde maintenant un troisième exemple. On va calculer directement cette fois-ci une espérance conditionnelle. On va supposer qu'une usine produit une lampe et chaque lampe est défectueuse ou non avec la probabilité grand phi, respectivement 1 moins phi. On va supposer que lorsqu'un défaut est présent, eh bien, on ne le décèle pas systématiquement. En fait, la probabilité de déceler le défaut quand il est présent est delta. On va appeler grand X le nombre d'ampoules réellement défectueuses et grand Y le nombre d'ampoules détectées défectueuses. Il est immédiat que grand X est plus grand que Y. Eh bien, on se propose de calculer l'espérance conditionnelle de X sachant Y. Alors, réponse. Si j'appelle grand Z le nombre d'ampoules qui n'ont pas été détectées défectueuses et qui en fait le sont en réalité, il est immédiat que grand X est la somme entre les ampoules défectueuses qui ont été détectées et les ampoules défectueuses qui n'ont pas été détectées. On va, pour expliciter la loi de Z, se livrer à un calcul de probabilité et faire un peu d'axiomatique. On va essayer de calculer la probabilité pour une ampoule I d'être non détectée défectueuse alors qu'elle est en réalité. Pour cela, on va considérer les événements suivants. DI, l'ampoule I est réellement défectueuse, et T, le test de détection est positif. La probabilité que l'on recherche est en fait P de DI sachant T bar. Nous savons, d'après la formule de Weiss, que P de DI sachant T bar égale P de DI, P de T bar sachant DI, sur P de T bar, que je peux expliciter sous la forme P de DI, P de T bar sachant DI, plus P de DI bar, P de T bar sachant DI bar. Il suffit dès lors d'expliciter chacune des probabilités ou probabilités conditionnelles qui rentrent dans cette quantité pour pouvoir avoir le résultat cherché. On a, d'après l'énoncé, P de DI égale phi. D'autre part, d'après l'énoncé également, la probabilité d'avoir un test positif sachant qu'une ampoule est défectueuse est égale à delta. En conséquence, la probabilité d'avoir un test négatif sachant qu'une ampoule est défectueuse est égale à 1 moins delta. Quant à la probabilité d'avoir un test négatif quand une ampoule n'est pas défectueuse, c'est immédiatement 1. Si bien qu'en définitive, notre probabilité conditionnelle s'écrit sous la forme phi 1 moins delta sur la somme des phi 1 moins delta avec 1 moins phi, c'est-à-dire est égale à phi 1 moins delta sur 1 moins phi delta. Dans ces conditions, eh bien, si je forme la loi conditionnelle grand Z, sachant grand Y égale petit y,
Eh bien, cette loi conditionnelle, qui est la loi du nombre d'ampoules qui sont défectueuses mais qui n'ont pas été décelées, et la loi qui décrit le nombre d'ampoules non détectées parmi les ampoules défectueuses, parmi les n-y ampoules qui n'ont pas été détectées défectueuses sur les n ampoules que j'ai testées, puisque si petit y ampoules ont été défectueuses et que le nombre d'ampoules total est petit n, eh bien le nombre d'ampoules non défectueuses est donc petit n moins petit y. Donc, j'ai ainsi caractérisé la loi conditionnelle grand Z, sachant grand Y égale petit y. Alors, grand X égale grand Y plus Z, si bien que, si je forme maintenant les lois conditionnelles, E de grand X, sachant grand Y égale petit y, est égal à, eh bien, j'ai bloqué la valeur de grand Y, par conséquent, grand Y est une constante, en l'occurrence ici, c'est la valeur petit y, et d'autre part, grand Z, c'est la variable conditionnelle, grand Z, sachant grand Y égale petit y. Bref, par linéarité de l'espérance mathématique, et tenant compte du fait que espérance de AX plus B égale A fois E de X plus B, E de X sachant grand Y égale petit y, égale par conséquent petit y, plus E de Z, sachant grand Y égale petit y. Or, s'agissant de la loi binomiale, on sait que la loi binomiale BNP a pour espérance NP. Il est donc immédiat que l'on a le résultat suivant, E de X, sachant grand Y égale petit y, égale petit y, plus N moins Y, phi 1 moins delta sur 1 moins phi delta. On va faire une application numérique. On va supposer que nous ayons n égale 100, phi égale 10%, delta égale 80% et y égale 4. Dans ces conditions, nous avons E de x sachant grand y égale petit y, égale l'expression que nous avons trouvée. Donc si je fais l'application numérique, eh bien je trouve E de x sachant y égale 4 égale 6,08. Ainsi ici, globalement, de façon approchée, le nombre moyen de lampes qui sont réellement défectueuses au sein d'un échantillon de taille 100 est-il de 6 lorsque celles décelées comme telles sont en nombre égal à 4. On va aborder maintenant un dernier exemple qui est un exemple continu. On va supposer que la teneur d'un prélèvement de sol en argile, grand X et en limon grand Y, est décrit par ce couple aléatoire. En fait, X et Y sont des proportions, donc des nombres réels entre 0 et 1 et de somme égale à 1. Ce qu'on se propose, c'est d'expliciter les lois de X et de Y, puis de calculer E de X et E de Y, puis d'expliciter la loi conditionnelle grand X sachant grand Y égale petit y, de calculer l'espérance conditionnelle E de grand X sachant grand Y égale petit y, et enfin, à l'aide du théorème de l'espérance totale, de retrouver la valeur de E de grand X. Réponse. Donc on part de notre densité de couple. Là encore, l'importance est primordiale de bien cerner quel est le domaine de définition, puisque notamment quand on va appliquer les lois marginales, c'est ce domaine de définition qui fixe, qui dicte les bornes. Pour avoir la densité de X, je somme la loi du couple par rapport à la variable Y. Je vois que Y est compris entre 0 et 1, mais d'autre part, Y ne peut pas dépasser 1 moins X. Par conséquent, cette somme, elle va s'effectuer de 0 à 1 moins X. C'est-à-dire que la densité de X est manifestement et immédiatement égale à 2, 1 moins X, lorsque X, lui, est compris entre 0 et 1. Comme on a une parfaite symétrie entre X et Y, il est immédiat que la densité de Y est elle aussi égale, cette fois-ci par symétrie, à 2, 1 moins Y, Y compris entre 0 et 1. Bien,
On va maintenant calculer E de x. Eh bien, E de x, c'est l'intégrale de la densité de x, de 0 à 1, puisque x est compris entre 0 et 1. C'est donc immédiatement un tiers. Et comme E de x et E de y sont symétriques, et ont même loi, par conséquent, même loi, E de y est aussi égal à un tiers. La densité conditionnelle, x sachant y. Eh bien, la densité conditionnelle, x sachant y, est la loi du couple divisée par la loi de x. Elle est donc définie par cette quantité-là. Quant à l'espérance conditionnelle, E de grand X sachant grand Y égale petit y, eh bien c'est l'intégrale de X par la densité conditionnelle. Mais cette fois-ci, grand Y est bloqué à petit Y, ce qui fait que petit x ne peut pas dépasser la valeur 1 moins y, puisque x plus y reste compris entre 0 et 1. C'est donc de 0 à 1 moins y que l'on doit calculer cette espérance conditionnelle, pour trouver un résultat, finalement, qui n'est fonction que de la seule variable y. Ainsi donc est obtenue l'espérance conditionnelle. Si bien que, quand je passe à la variable conditionnée, eh bien, j'ai donc 1/2 moins y sur 2. Avec le théorème de l'espérance totale, j'ai donc EX égale l'espérance par rapport à Y de l'espérance conditionnée. Donc je dois former l'espérance de cette quantité-là, mais je sais que E de AX plus B égale B plus A fois E de X. Il est donc immédiat que E de X est égal à 1/2 moins 1/2 E de Y. Or, E de Y, on l'avait calculé précédemment, c'était un tiers, si bien qu'on trouve immédiatement E de X égale un tiers. Eh bien, on retrouve le résultat déjà trouvé pour E de X. Voici donc illustré ici, à travers cet exemple continu, le théorème de l'espérance totale. Eh bien, écoutez, à bientôt.